On fait beaucoup de choses avec l'eau des rivières. Par exemple, les municipalités vont s'abreuver, principalement au Québec, de l'eau de rivière. L'hydroélectricité, naturellement, passe beaucoup par les rivières, puis c'est notre source principale d'énergie au Québec. Puis, bien, on peut aussi penser à des effets moins positifs, comme les inondations, où là, la quantité d'eau en rivière devient un enjeu de sécurité. Fait que ces trois enjeux où on pourrait très bien, en fait, on va même vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour des questions de planification. Est-ce qu'on aura toujours assez d'eau pour approvisionner les villes, les industries, l'agriculture? Donc ça, on est intéressé de savoir, par exemple, les moments les plus secs. Quand l'eau est moins abondante en rivière, c'est des moments où peut-être que les difficultés d'usage, les différents usages qui sont sollicités vont devenir compétitifs. Puis là, on aura peut-être même à faire des choix. Donc, on est vraiment intéressé de savoir est-ce qu'il y aura moins d'eau à certaines périodes que présentement, ce qu'on va appeler, du point de vue scientifique, là, des étiages ou des périodes de bas niveau. Pour les inondations, c'est tout à fait l'opposé. Est-ce qu'il y aura plus d'événements importants, de précipitations, des fontes accélérées de la neige, des conditions diverses qui feront qu'on sera peut-être encore plus exposé qu'avant à des inondations? Puis pour des questions de sécurité publique, c'est des questions qui sont très importantes pour pouvoir planifier à long terme l'aménagement du territoire, le développement des villes, l'installation d'infrastructures pour protéger. C'est toutes des choses qu'on a besoin d'anticiper pour le futur. Lorsqu'il y a un manque d'eau pour la société, par exemple, il peut y avoir deux grandes raisons. Une raison, c'est une sécheresse météorologique, c'est-à-dire il n'y a pas plu depuis plusieurs semaines, puis là, l'eau commence à se faire rare, les rivières baissent, puis ça peut être une période qui est assez délicate. Dans un contexte de changement climatique, on s'attend à une période estivale allongée. Donc, on augmente nos chances d'avoir une série de journées de beau temps qui, pour plusieurs des gens, seront heureux, mais pour les gens qui auront à gérer l'eau, la disponibilité pour une ville, ça peut devenir un enjeu. Deuxième élément, c'est la compétition qu'il y a autour de la ressource. Donc, la ville n'est pas le seul consommateur, on pense aux industries, mais on oublie souvent la végétation, l'écosystème terrestre. Les plantes vont consommer l'eau tout le long du parcours avant que l'eau arrive à la rivière. Puis, dans un contexte de changement climatique, l'écosystème peut se voir renforcé. Puis dans ce contexte-là, il pourrait y avoir plus de consommation d'eau faite par la végétation, ce qui se traduirait par des quantités disponibles en rivière qui soient moindres. Un des défis d'intégrer le changement climatique, c'est qu'on va utiliser des modèles pour être capable de décrire qu'est-ce qui se passe, d'essayer de simuler au mieux les conditions de l'écosystème, de la géologie, du territoire en quelque façon, et du climat. Puis, un des éléments importants pour les questions de manque d'eau, c'est de regarder la consommation d'eau par l'écosystème. Et une des façons de faire ça, c'est d'utiliser des techniques qu'on appelle la micrométéorologie. Essentiellement, on sait que l'écoulement d'air au-dessus d'un sol, au-dessus de la végétation, est turbulent. Donc, on va aller mesurer les tourbillons pour voir comment ces tourbillons-là réussissent à acheminer vers le haut la vapeur d'eau. Il y a un transport qui se fait, la vapeur d'eau libérée par les plantes est transportée vers le haut de l'atmosphère par ces tourbillons-là. Donc, on a besoin de techniques assez sophistiquées, des appareils qui vont mesurer la vitesse du vent et la teneur en eau à 10 à 20 fois par seconde pour être capable de mesurer les plus petits tourbillons jusqu'aux plus grands. Puis avec cette technique-là qu'on appelle la micrométéorologie, on réussit à avoir des observations d'évaporation qui nous permettent en retour d'améliorer la qualité des modèles ou de faire des modèles qui sont plus performants. On va nommer hydrométéorologie tous les processus qui sont à l'interface entre le sol, la végétation et l'atmosphère. Donc, c'est tous les processus verticaux. Ça va nécessairement des précipitations au départ, mais là, on va s'intéresser à l'évaporation, on va s'intéresser à la teneur en eau dans le sol, comment l'eau se déplace, et aussi aux échanges d'énergie qu'il y a entre le sol et l'atmosphère. Ça, c'est des modèles qu'on va appeler des modèles de surface ou des modèles hydrométéorologiques.
Puis, bien, les trois communautés, autant les climatologues, autant les météorologues ou les hydrologues, travaillent sur ce même territoire-là, mais pas tout à fait aux mêmes finalités. On perçoit une occasion d'unir les efforts pour faire des meilleurs modèles à ce niveau-là, notamment en travaillant avec des données ou des sites expérimentaux qu'on pourrait mettre en place qui seraient les mêmes, qui seraient partagés. Il y a aussi la possibilité de partager des fragments de code qui sont des bouts de modèles qui pourraient être adaptés à chacune des réalités. Mais il y a clairement une possibilité, une grande occasion à ce que les communautés travaillent ensemble au lieu de travailler de manière compétitive ou de manière isolée.